Ils s'appellent Simon, Marius, Iqbal, Nour ou encore Guy. Et comme des centaines, des milliers d'autres, ils ont tout quitté pour tenter leur chance en Europe. Ils se retrouvent enfermés dans une prison à ciel ouvert aux portes de l'Europe. Ils vivent entre l'espoir d'obtenir un précieux laissez-passer, mais aussi la crainte d'être expulsés vers leur pays. Un documentaire raconte les trajectoires de tous ces migrants de Ceuta, enclave espagnole située au nord du Maroc. Ça s'appelle Ceuta, douce prison. Les réalisateurs de ce film, sont les grands témoins de votre 64 minutes. Bienvenue à tous les deux. Jonathan Millet, merci d'être avec nous. Merci à vous également, Loïc Réchy. Alors, une question à tous les deux. Comment est-ce que vous êtes venus à ce sujet des migrants, précisément à Ceuta ? Disons qu'au départ, on avait envie de raconter le monde avec un regard un petit peu différent. On s'est penché sur la question des frontières. Et cette question nous a amenés à Ceuta et il nous a semblé qu'il y avait vraiment quelque chose de fort à raconter dans cette toute petite enclave qui concentre la moitié d'un monde qui cherche à aller dans l'autre moitié et qui raconte sur ce petit territoire vraiment beaucoup de choses. Et puis on a commencé à travailler dessus fin 2009, début 2010. Donc on était à un moment aussi où on célébrait les 20 ans de la chute du mur de Berlin et on se félicitait en Europe de la fin de l'obscurantisme, etc. Et ça correspondait en fait à un moment où l'Union européenne bâtissait d'autres murs, notamment en Afrique, à Ceuta, à Melilla, avec cette idée de bloquer en fait les flux migratoires de manière assez visuelle et violente. Ceuta, douce prison, la bande-annonce. On a l'impression d'être dans une prison dont on ne connaît pas le verdict. Tu ne sais pas pour combien de temps tu y resteras. En fait, c'est ça l'angoisse de Ceuta. Nous avons fait 10 heures dans la mer. On a failli mourir. ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਸੀ ਠੀਕ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬਾਬਾ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੱਥ ਪੈਰ ਜੋੜੇ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਇੰਡੀਆ ਭੇਜਦੇ ਜਾਂ ਇੱਥੋਂ ਕੱਢ ਲਏ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੇ Depuis un bout de temps, je vois la police vient tous les matins. On vient ramasser les gars ici avec étant menottés, on les amène, on libère d'autres, on les jette dans les pays. La mer de Ceuta va se calmer. La mer de Ceuta va se calmer. Car les enfants de Marie. What kesti, Raël. Traverser cette mer, il faut vraiment être fou. How much time they are going to put us in the city? Maximum don't has limit. Si peut-être j'étais resté à la maison, peut-être ça aurait pu aller mieux, je ne sais pas. Voilà, Douce prison, le film est en salle depuis le mercredi 29 janvier. C'est bien ça, Loïc Richet. Pourquoi Douce prison ? Douce prison parce qu'en fait il y a une espèce de dualité assez intéressante dans Ceuta, c'est que c'est un endroit qui est quand même au bord de la Méditerranée, donc c'est à ça correspond le côté doux, c'est-à-dire finalement c'est un climat accueillant, méditerranéen, etc. C'est presque une station balnéaire et paradoxalement on a ces migrants qui en fait se retrouvent enfermés dans des conditions un peu particulières, à savoir que ils rentrent là dans un territoire qui fait pas partie du territoire de Schengen et dès lors ils savent pas combien de temps ils vont y rester. Ils deviennent tributaires d'une décision en fait qui revient purement et simplement au ministère de l'immigration et du travail espagnol. Alors justement, sur le territoire, sur le statut de ces migrants, on a du mal à y voir clair dans cette enclave. Quel est-il le statut ? Légalement, c'est... Alors, c'est effectivement pour ça que Ceuta existe aussi, c'est que c'est un morceau d'Europe qui est loin de l'Europe, loin des yeux des journalistes, et c'est une place où on peut violer les droits de l'homme et proposer à ces migrants autre chose que ce qui est indispensable en France. Donc, en l'occurrence, on s'est renseigné beaucoup parce que eux, ils sont vraiment dans une méconnaissance de leurs droits, par exemple, de la demande d'asile. Et du coup, ils errent quelques années, 4-5 ans pour la plupart, à l'intérieur de cette prison à ciel ouvert. Peu importe qu'ils fuient une guerre, qu'ils fuient... La plupart ne demandent pas l'asile, la plupart ne savent pas qu'ils peuvent demander l'asile, la plupart n'ont même pas un interlocuteur qui parle leur langue. Et du coup, ils se retrouvent dans un état de latence sans savoir ce qui les attend et surtout sans savoir leurs droits. Et c'est vraiment l'une des pires choses pour eux.
Alors, ce qui est frappant aussi, vous parliez du mur de Berlin. Là, on a aussi, d'ailleurs, j'allais dire, il y a un mur concret, hein, rappelons-le, qui est quand même, y compris très haut. Le paradoxe, c'est que finalement, on l'a vu aujourd'hui avec une noyade, 7 migrants sont morts aujourd'hui. C'est que le rêve, il paraît vraiment à portée de main. Il est accessible. Certains le tentent même à la nage de traverser la Méditerranée. Mais finalement, il est peut-être encore plus loin que ceux qui tentent de passer par Lampedusa, par exemple. Ouais, en fait, c'est tout le paradoxe. Ce mur est devenu quasiment infranchissable. Il a été construit au milieu des années 90. Et puis, au début des années 2000, il a été encore renforcé, on l'a augmenté de 3 mètres. C'est un mur qui est ultra technologique avec des capteurs thermiques, etc. Et donc du coup, en définitive, le franchir devient impossible pour les migrants. Alors on voit par épisodes assez rares qu'ils essaient de passer à 400-500 d'un coup en se disant on va un peu la jouer à la probabilité et peut-être que certains passeront. Et c'est vrai que ça marche, mais beaucoup ils laissent des plumes. Et du coup, le seul moyen en définitive de rentrer devient un passage par la mer. Mais ce passage est très périlleux parce que évidemment les forêts et toutes les frontières autour de Ceuta sont très protégées puisque l'Europe en fait paye le Maroc pour protéger l'intégrité de ses frontières. Dès lors, il y a des gardes-côtes un peu tout autour. Donc ils sont obligés d'aller très loin, à 15, 20 km, 30 km, et de là, souvent avec des moyens dérisoires, on l'a vu dans la bande-annonce, soit avec des bateaux gonflables pour ceux qui ont plus d'argent, et comme cette nuit, certains le tentent à la nage avec simplement, et parfois sans même savoir nager, avec ce qu'ils appellent des vessies, qui sont en fait des chambres à air de pneus de voiture, et ils tentent la chose comme ça. Et c'est à cause de ça qu'on en arrive en définitive à des drames comme cette nuit, où finalement, si la Croix-Rouge ou les autorités viennent les secourir, c'est comme ça qu'ils s'en sortent, mais parfois ça finit très mal en fait. L'Europe qui laisse le sale boulot entre guillemets au Maroc, vous dénoncez une hypocrisie, Jonathan? Oui, bien sûr. De toute façon, on sait que l'une des conséquences du mur, c'est ce dont parlait Loïc, c'est que le mur oblige ces migrants à passer dans l'eau. Donc construire des murs n'a en rien ralenti le nombre de migrants qui cherchent à venir en Europe, ça rend juste les moyens plus difficiles et plus mortels. Donc ce mur fait des morts. Le rapport avec le Maroc, c'est que dans la nouvelle politique européenne de fermeture des frontières, on demande aux pays adjacents à l'Europe, en l'occurrence le Maroc, de ralentir, de limiter le nombre de migrants qui pourraient entrer sur le territoire européen. Le terme est fort, ça veut dire des refoulements, des arrestations, des brutalités et tout un tas de choses terribles. Ils sont victimes aussi de racisme au Maghreb, bien entendu, c'est ressortissant. Mais là, il y a vraiment cette idée que la police marocaine fait le sale boulot pour l'Europe et qu'il y a des accords financiers derrière et que nous, on en voit les conséquences sur ces migrants qui sont dans Ceuta, qui ont vraiment des douleurs physiques terribles et un passage dur par le Maroc. Alors, oui, allez-y. Parce que d'ailleurs, c'était assez intéressant à l'occasion d'une projection la semaine dernière. On était en fait avec une personne de la CIMAD qui mettait le point notamment sur le fait que parfois on retrouvait donc ces bateaux gonflables donc échoués sans leurs migrants avec des trous en fait de balles. Donc ça veut dire que le Maroc parfois va très loin. C'est difficile à prouver évidemment, mais en tout cas voilà, des balles sont tirées sur ces bateaux où on a certains de nos migrants qui nous avaient raconté aussi qu'il y avait des espèces de clochards en fait payés par les gardes-côtes qui ne vont pas dans l'eau une fois que les migrants sont dans l'eau et qui viennent avec en fait des couteaux pour essayer de planter l'embarcation. Donc eux bien entendu se défendent avec les rames et les moyens du bord. La CIMAD, organisme on précise qui en France défend notamment le sort de ces migrants. Vous avez donc filmé 5 de ces migrants. 5 trajectoires différentes, tous ne vivent pas de la même manière cette expérience. Il y en a notamment un qui est totalement déprimé, qui passe son temps au téléphone, l'un qui va finalement obtenir le précieux sésame. Comment est-ce que s'est passée la rencontre avec chacun d'eux ? C'est vrai que nous, on avait envie d'un film à visage humain. On avait envie de montrer qu'il n'y avait pas la migration, mais des migrations, et on avait envie d'un vrai récit avec un point de vue. Et on voulait proposer aux spectateurs de se plonger dans le point de vue de ces migrants. Il se trouve qu'on avait à peu près le même âge, qu'on a pu passer beaucoup de temps sur place avant de pouvoir filmer, à se faire mutuellement confiance et à raconter notre projet de film. Et du coup, à pouvoir construire la structure de notre film autour de 5 personnages qui sont aussi différents les uns des autres. Il y a un jeune notamment qui a 18 ans à peine, qui vient d'Inde, par exemple. Il y a vraiment à Ceuta une pluralité de pays qui est assez fortement représentée. Et donc voilà, nous, ce qu'on a voulu représenter, c'est une édition de 5 récits de migrants très différents qui ont rapport au pays, qui ont rapport à l'espoir d'après, qui ont des doutes et qui à eux forment une édition d'une compréhension de la migration. Qu'est-ce qu'il y a comme point commun entre tous ? Ils sont tous d'accord sur le fait qu'ils découvrent finalement l'envers du décor, la désillusion très vite ? Ouais, alors ça c'est une évidence, effectivement. C'est vrai que pour la plupart, en fait, ils arrivent dans Ceuta
en pensant qu'en définitive ça va être l'Europe. Alors c'est la résultante de deux choses. Ça peut être dans le cas d'Iqbal où en définitive il est parti de son pays en payant un passeur et qu'il l'a baladé d'endroit en endroit et son voyage a pris 2 ans et en définitive c'est nous avec Jonathan qui à un moment donné sur une carte on lui a dit écoute t'es là et il tombait des nues. Enfin il avait aucune idée de ce qu'était Ceuta. Et puis après on a les migrants subsahariens qui eux sont quand même un peu plus conscients de ce qu'ils font, mais en même temps cette migration elle est aussi motivée je dirais par une espèce de mensonge originel qui correspond au fait que ceux qui sont passés avant eux et qui parfois en fait motivent cette envie de quitter le pays leur mentent. À savoir quand ils sont à Ceuta et on le voit dans le film, hein, ils appellent les amis, ils vont leur dire ça y est je suis en Europe, c'est génial, ça se passe bien. Ils vont poster des photos d'eux sur Facebook où ils sont toujours à leur avantage, ils sont dans le centre-ville, ils sont bien habillés, etc. Parce qu'il y a vraiment cette notion de ne pas perdre la face en définitive et de montrer qu'on a réussi. Mais sauf que la réalité, c'est qu'ils se retrouvent face à cette espèce de mur administratif dont ils maîtrisent absolument pas les codes, dont, comme disait Jonathan un petit peu plus tôt, il y a personne pour leur expliquer quels sont leurs droits et ce qu'ils sont en droit d'attendre. Et voilà, et cette réalité fait que, ils sont l'espèce de eux-mêmes aussi. Oui, et puis voilà, et c'est un désespoir qui les ronge petit à petit. Alors, vous avez filmé 5 hommes, pas de femmes. J'imagine que c'est pas un choix délibéré. Est-ce qu'il y a des migrantes? Non, il y en a très peu. À Ceuta, il y avait plus de 1500 migrants quand on y était. Il faut imaginer sur un petit territoire que c'est vraiment énorme et qu'il y a une promiscuité terrible. Il y avait très peu de femmes. Il y a plusieurs routes de migration. En l'occurrence, c'est pas la route de migration conseillée pour les femmes, qui passe beaucoup par des pirogues, ce qui est tout aussi mortel, tout aussi périlleux, mais voilà, il y a plusieurs routes. Là, il faut savoir que les migrants qui étaient dans Ceuta ont passé 1 an et demi, 2 ans pour la plupart en aventure, c'est-à-dire dans leur voyage vers l'Europe avant d'arriver à Ceuta, qu'ils ont traversé des déserts, qu'ils ont vu leurs compagnons de route mourir en route et qui sont vraiment les survivants, ceux qui sont arrivés jusqu'au bout, et que ça a été une route épuisante et physique dont ils gardent des séquelles physiques terribles et des traumas internes assez durs dont ils ne sont pas délivrés même longtemps après. Alors est-ce que vous avez rencontré tous les deux des difficultés lors de ce tournage? On imagine que c'est une zone sensible, très protégée. Oui, en fait, nous, on s'est beaucoup fait arrêter par la police, par les militaires, et ça nous a plutôt servi, parce qu'il y a un moment où notre but, c'était d'être du côté des migrants. On a vraiment fait un film qui se place de leur point de vue, et de montrer qu'on n'est pas l'ennemi en se faisant beaucoup arrêter par les autres. Ça a plutôt été un atout pour nous, et c'est un conseil à tout réalisateur, c'est faites-vous arrêter. Et quel souvenir gardez-vous de cette expérience? Comment est-ce que vous en ressortez finalement, humainement? C'est une expérience qui est assez éprouvante. Enfin, tant qu'on est dedans, en fait, en définitive, on vit le truc à fond. On passe 16-17 heures par jour avec ces migrants. On vit à leur rythme, qui est fait en fait de très grandes marches. Et Ceuta 12 prisons, c'est un peu ça aussi. C'est une cour de prison, en définitive, où on a des migrants qui sont en promenade perpétuelle parce qu'il n'y a rien d'autre à faire. Mais c'est vrai que le jour où on rentre à Paris, puisque nous on est tous les deux de Paris, on se retrouve accablé par un truc. Mais après, c'est un film qui nous a apporté aussi beaucoup de joie, et notamment de retrouver certains de nos personnages qui ensuite, un jour, au bout d'1 an ou 1 an et demi, sont arrivés à leur tour en France. Et voilà, et ça a créé des vraies amitiés, en fait. 12 prisons, donc, qui est sorti le 29 janvier en France. Peut-être qu'il sera un jour en Suisse ou en Belgique. Ce n'est pas encore le cas, mais c'est tout ce qu'on vous souhaite. Au Canada, également au Québec. Il a été diffusé en Afrique très rapidement, en Afrique de l'Ouest, notamment francophone. Exactement. Beaucoup de projections dans des festivals. Sénégal, Burkina Faso, Cameroun, Maroc, Bénin, Togo. Très bien. Merci beaucoup à tous les deux. Merci Loïc Richet, merci Jonathan Millet d'avoir été avec nous. Loïc Richet, Jonathan Millet, merci à vous. Je me suis peu trompé sur vos noms. Merci à tous les deux. En tout cas, c'est la première fois qu'on vous réunit sur un même plateau. En tous les cas, voilà. On l'a fait sur TV5 Monde ce soir et c'était un plaisir. Merci à vous.